Je me nomme Benoît Lafont. Je suis propriétaire avec ma conjointe, Karine Bougie, de l'entreprise ici. C'est la ferme de mes parents. J'ai étudié en agriculture à l'extérieur de la région, puis je suis revenu ici. Puis j'ai pris possession de la ferme avec ma conjointe. Puis on a 4 enfants. La plupart sont actifs à leur disponibilité sur la ferme. Rebecca, qui a 20 ans, termine cette année ses études en agricole à l'Institut de technologie agricole de Saint-Hyacinthe. Puis ma deuxième, Amy, débute ses études en agriculture dans un autre collège agricole que celui de la Pocatière. Puis est-ce que tu peux nous présenter un peu plus la ferme? La ferme ici, c'est la ferme que mes parents ont acquis en 1969. Puis il y avait déjà une ferme existante, ils ont développé l'entreprise. Puis j'ai eu à un moment donné l'opportunité au retour de mes études de m'associer avec mes parents. Ça m'a donné l'opportunité éventuellement de l'acheter, la ferme. Mes études se sont terminées en 1994. Je me suis installé ici à ce moment-là. J'ai travaillé avec mes parents pendant 7-8 ans. Ensuite, on a acquis la ferme en 2002 avec ma conjointe. On a continué à développer la ferme. On a agrandi la superficie en culture. On a aussi augmenté le troupeau laitier. On essaie d'être assez autosuffisant dans les cultures qu'on produit sur nos terrains pour alimenter notre troupeau. C'est ni plus ni moins qu'un circuit court. On cultive ce qu'on consomme le plus près possible. Au niveau du troupeau laitier, on a environ 80 vaches laitières. Okay. Vous avez installé des robots de traite et pas mal de technologies d'élevage. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ça, faire ces nouveaux investissements-là? Le premier argument, c'était devenu nécessaire pour nous d'innover, de construire un nouveau bâtiment parce que l'ancien était devenu un peu désuet. Mais l'idée d'aller vers l'automatisation, j'aime mieux utiliser le mot automatisation que la robotique. Aujourd'hui, l'automatisation dans la production laitière, c'est devenu une notion qui est facilement acquise, c'est très développé, puis ça évolue rapidement. Puis ça permet des bons gains d'efficacité aujourd'hui dans la production. La deuxième raison, c'était la difficulté aussi d'embaucher de la main-d'œuvre. De la main-d'œuvre. On avait beaucoup de difficultés à embaucher et à retenir la main-d'œuvre qu'on avait besoin sur la ferme. Fait que, ça faisait plusieurs années qu'on songeait à ça, puis on essayait d'innover un peu, essayer de découvrir des opportunités qui nous permettraient peut-être d'être plus productifs en gardant le même niveau de main-d'œuvre qu'on avait. Puis l'automatisation ou la robotisation nous permettait ça. Fait que là, on a opté pour des systèmes de ventilation qui sont complètement automatisés, des systèmes de traite qui sont aussi automatisés. Il y a des gains d'efficacité, mais il faut aussi être là pour gérer l'information, prendre des décisions. Puis, il y a énormément d'informations que le robot capte dans sa procédure. Puis ça alimente notre banque de données à nous. Puis ça nous permet après, nous, en analysant les rapports que le système produit, de valider certains niveaux de performance, d'efficacité de telle tâche. Le plus gros gain, comme moi je trouve, c'est au niveau de la santé des animaux. Parce que le robot, lui, normalement, les vaches le visitent entre 3 et 4 fois par jour. Okay. Ils ne se font pas nécessairement traire 4 fois par jour, mais les vaches, ils essaient d'y aller à plusieurs occasions. Puis des fois, ça peut être plus que ça. Ça nous permet, dans l'analyse des données, on voit vraiment les vaches qui sont les plus productives, qui sont motivées à aller au robot. Ça nous permet de détecter rapidement aussi des vaches qui auraient des problèmes de santé. Une vache qui aurait mal à un pied, mais automatiquement, elle va se déplacer moins dans le bâtiment, elle va aller moins manger, elle va aller moins au robot, elle va aller moins boire. Puis des fois, c'est subtil, puis des fois, c'est non visible à l'œil nu. Fait que les vaches sont complètement libres, sont autonomes, fait qu'ils sont libres d'aller dormir, manger, boire, socialiser, d'aller au robot. Nous, la façon que le système est conçu, c'est que quand la vache se présente au robot, souvent il y a des barrières qui se rouvrent, la vache accède au robot. La première étape, c'est qu'elle est identifiée, parce que chaque vache possède son petit médaillon. Puis si la vache a le droit de se faire traire, parce que le système il tient compte de certains paramètres, bien là, le système referme les barrières, puis la vache se retrouve comme isolée tout seul. Puis les vaches apprécient beaucoup ça, parce qu'ils n'ont plus la compétition des autres vaches qui viennent les bousculer, puis tout ça. Puis en même temps, le robot, lui, il lui sert un petit peu de moulée.
C'est une moulée qu'on donne, c'est une moulée qui est appétante, puis ça a tendance à calmer l'animal. L'animal a l'impression qu'il est comme dans son sa espace petite à bulle lui. pendant son petit 10 minutes à lui. Là. Le robot va nécessairement collecter beaucoup d'informations. La quantité de lait qui est donnée, rayon par rayon, la qualité du lait, le taux de protéines, le taux de matière grasse, la température du lait, la quantité de moulée que la vache a consommée. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a certaines vaches ou certaines lignées de vaches qui ont des bonnes aptitudes à ça, à avoir de l'autonomie. Ils vont manger, quand il y a moins de vaches qui vont, ils vont y aller manger parce qu'ils ont le champ libre, puis il n'y a pas de compétition à la mangeoire, fait qu'il y a des vaches qui vont là, quand le robot est libre, ils vont se déplacer, ils vont y aller. Tandis que tu en as d'autres qui sont des vaches un peu plus regroupées, ils vont aller où les autres sont. C'est drôle parce que souvent quand on imagine qu'il y a des systèmes automatisés pour ça, justement, on se dit que il y a l'aspect humain qui disparaît un peu avec les vaches, en gros. Mais finalement, tu es en train de me dire que ce système-là, c'est limite mieux pour leur bien-être. C'est un peu contradictoire. Hein. Ceux qui nous ont précédés nous ont bien avertis quand on a démarré. Les animaux vont s'adapter plus rapidement au système automatisé que nous. Okay. Puis c'est vrai, effectivement. Ouais. Ça prend 2-3 semaines. Puis les vaches, ils adoptent le système, ils l'aiment, puis les vaches apprécient ça. La routine, c'est tout effectué de la même façon. Puis en plus, ils vont quand ils veulent. Je pense qu'en production laitière, l'automatisation, puis la traite volontaire, ça s'apprête quand même bien pour le modèle de comportement des vaches. C'est sûr qu'effectivement, on est moins près des animaux, mais en même temps, notre contact qu'on a avec les animaux, il est complètement différent. Je vais beaucoup marcher avec les animaux pour observer. Personnellement, comme entrepreneur, comme producteur laitier, mon nombre d'heures de travail, moi, n'a pas nécessairement diminué. L'automatisation en production laitière, c'est partiel. L'humain va tout le temps être présent. Puis le robot, il ne prend pas de grandes décisions. Fait que l'humain n'est jamais très loin en arrière. Je dirais qu'on est probablement plus connecté aujourd'hui avec le fonctionnement de notre entreprise qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est jour et nuit. La robotique, elle opère de nuit. S'il y a un problème de nuit, ils vont m'appeler à la maison sur mon appareil. Tandis qu'avant, si je quittais la ferme, je fermais les lumières, puis je m'en allais me coucher. Puis s'il y avait un problème à 2 h du matin, parce qu'il y avait une fuite d'eau ou le réservoir d'eau chaude faisait défaut, je l'apprenais juste le lendemain matin quand j'arrivais à la ferme. Moi, je pense que c'est une technologie d'avenir. Ça évolue encore, puis ça va évoluer encore dans l'avenir. Puis on voit les jeunes qui s'investissent quand même là-dedans. Je pense que les nouvelles installations qu'on fait sont très confortables. Les vaches ont accès à une brosse rotative qui vont se faire brosser la tête, les oreilles, le dos, la queue. Puis il y a des vaches qui y vont beaucoup, puis il y en a d'autres qui ne l'aiment pas tant. C'est particulier, mais c'est comme ça. Elles ont toutes leur personnalité. Puis il y en a qui passent 2 heures par jour tout près de la brosse. Puis est-ce que vous avez des projets à venir? Le prochain défi, nous, à la ferme, c'est l'arrivée de la relève. Fait que là, j'ai mes enfants qui vont commencer là, à revenir sur la ferme. Fait qu'il faut se mettre en mode écoute. Puis après ça, eux aussi, ils ont leurs visions, ils ont leurs idées, puis ils ont leurs projets. Puis, mais ça va être le défi, je pense, des prochains 10 à 15 ans. C'est la dernière! Le secteur agroalimentaire est un ensemble de diverses compagnies nous donnant accès à la majorité de notre consommation quotidienne de nourriture. C'est ces compagnies qui reçoivent du secteur agricole les différents produits pour ensuite les transformer et puis les mettre dans les épiceries. Là. Par exemple, au Canada, Saputo Inc., qui est en tête de la distribution et du revenu, avec environ 11,6 milliards de dollars de revenus en 2017, pas rien. Saputo traite environ 11 milliards de litres de lait par année. Transformés en différents produits comme le fromage, différents produits laitiers et ingrédients qui sont envoyés dans 50 autres pays. Donc ça se promène pas mal. Le fromage me promène. Sur ce, c'est moi où les pizzas congelées ça goûte le carton salé avec du plastique. Bon, on le sait maintenant, dans l'univers agroalimentaire, il y a beaucoup de transformations qui se fait sur beaucoup de produits, puis même certains deviennent très dénaturés. Oui, on s'en fout, c'est moins cher, puis bon dans la gueule. Oui, c'est moins cher, mais dire que c'est plus bon... Nya! Hey, une pizza large à 4 pièces,
C'est beau pour être vrai, ça? Oui, c'est clairement trop beau pour être vrai. En tout cas, de vrai dans le sens des ingrédients. Là. Par exemple, le fromage. Si en tournant la boîte, vous voyez sur les ingrédients fait à base de fromage, je vais t'apprendre qu'il n'y a sûrement aucune goutte de lait dans ton fromage. Ce qu'ils utilisent, ce qu'on appelle le ligum. En France, c'est le ligum ACH Optimum. Pas mal moins sexy que le mozzarella. Manque la petite touche voyage. Mais le plus de l'impression que je me fais donner un médicament. Ça, c'est fait à base d'amidon, de gélifiant et d'épaississant. En fait, c'est du fromage. Good job en passant à l'industrie pour le jeu de mots. Fromage. J'ai rien contre le fromage en passant s'il est bien fait, bien entendu. Et aussi, c'est pour les gens qui sont végétaliens. Je comprends tout à fait. Mais dans ces pizzas-ci, pourquoi pas mettre du vrai fromage? Parce que c'est simple, c'est pour faire de l'argent. Ouais, c'est ça. Bye. En fait, le coût du ligum est 60% moins élevé que le coût du vrai fromage, comme par exemple le mozzarella. Et une des raisons pourquoi ta pizza congelée, elle coûte moins cher. Personnellement, je crois pas que le vrai problème ce soit dans le fait qu'ils créent un autre fromage, mais plutôt dans la façon subtile qu'ils vont vendre le produit en utilisant l'expression à base de fromage. Toutes les grandes compagnies utilisent des stratégies de langage pour modifier la perception qu'on a du produit. D'ailleurs, c'est pas nouveau. Juste à passer à une époque où Subway faisait la promotion de leur sandwich par Jared, qui avait perdu énormément de poids en incluant au moins un sandwich par jour du Subway dans sa diète. Ce qu'il disait pas, c'est qu'il mangeait toujours le même petit pouce avec juste du vin, un légume. Ça, c'est que ça donnait la perception aux gens que oui, c'est possible de perdre du poids en mangeant seulement que du Subway. Fait que là, t'arrivais, tu commandais un 12 pouces BLT avec une liqueur et des chips. Alors, et aujourd'hui, tu le vois encore partout, même à ton épicerie. C'est rempli de produits où l'étiquette joue avec les mots pour justement te faire acheter ce produit. Ou juste pour te faire à croire que ça peut être bon pour toi. Et justement, aujourd'hui, la santé est très importante pour les consommateurs. C'est mis de l'avant dans la promotion de leurs produits. Par exemple, le mot naturel. Fait de produits naturels. Voir ça sur ce que tu achètes ne veut absolument pas dire que ton produit est naturel. Parce que, en fait, il n'y a aucune législation sur ce terme-là. Fait qu'au final, tout est naturel pour celui qui vend le produit, tout dépendant de ce qui est considéré naturel. Avec ça, mon nouveau produit de l'heure, j'ai acheté ça. Un gâteau making naturel. À base de chocolat naturel, de sucre naturel, d'autres produits naturels. Autre chose qu'on peut voir aussi, c'est les sans gras. Habituellement, si tu vois une étiquette marquée sans gras décrit en gros, il y a de fortes chances que le niveau de sucre soit dans le top. Ce qui est pire. Et oui, c'est en prenant conscience de tous ces éléments-là, qu'il y en a d'autres exemples, je préfère le tour pendant 4 heures. Tu sais, le langage a un impact direct sur la perception qu'on a d'une chose. Le choix des mots, ou le manque de choix de mots, a un impact direct sur comment ton cerveau analyse l'information. Surtout dans notre société full-on capitaliste, dites-vous que le choix des mots a été judicieusement pris en compte. Et je ne suis pas ici pour vous dire quoi acheter, non loin de là. Et tu as le droit de penser ce que toi tu veux. Ben, ce que tu veux. Ce que tu penses que tu veux, en tout cas. 9 épisodes plus tard, merci à tout le monde pour cette belle aventure informative. J'en ai appris beaucoup sur beaucoup de sujets et sur moi-même. Pour célébrer, McDo! C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ouais, je peux pas me déplacer pareil avec ma jambe. Je vais me faire une salade. Bonjour, Isabelle Perrault. Je suis chef d'entreprise, une entreprise qui s'appelle Differly. J'étais à l'université avec une pension confortable. Je dirigeais le marketing numérique, mais j'ai vu un contrat de 12 mois pour le Club des sénateurs d'Ottawa. Et c'est vraiment lorsque j'étais au sénateur que j'ai constaté les grands changements qui se passaient, pas seulement dans ce domaine-là, mais l'impact que les technologies auraient vraiment envers tous les aspects d'une entreprise. En particulier sur les habitudes et les attentes des consommateurs. Et j'ai pu bâtir le début de la transformation numérique de l'équipe. Mais après 8 ans, j'avais vraiment un désir de
créer quelque chose qui m'appartient. Donc, j'ai décidé de lancer Differly il y a 3 ans. Oui, il y a 3 ans. Donc, c'est vraiment une plateforme Differly qui rassemble des experts multidisciplinaires dans tous les domaines de transformation numérique. Mais c'est surtout axé sur le domaine humain de la transformation, pas seulement technologique. Donc, comme tu viens de le dire, tu es une entrepreneuse et puis tu travailles avec les chefs d'entreprise pour les aider à repenser leur entreprise à l'ère du numérique. Comment t'as amené à te lancer là-dedans? Tous les secteurs, toutes les carrières, toutes les disciplines sont touchées, seront touchées par la vitesse du changement, mais aussi l'intersection des technologies numériques. Donc, on parle du big data, intelligence artificielle, robotique, réalité virtuelle. Mais ce que j'ai pu constater autour de moi, c'est que les changements se font tellement rapidement que les entreprises soit n'ont pas forcément anticipé l'évolution ou tout simplement sont pas nécessairement capables d'apporter toutes les modifications nécessaires. Pour répondre aux besoins du marché, de s'adapter assez rapidement. J'ai dit, OK, mais je suis passionnée des technologies aussi, j'ai les capacités. Donc, j'ai lancé Differly mais surtout pour aider ces entreprises-là, mais pas les entreprises, les dirigeants des entreprises aussi, à repenser et à s'adapter, à travailler différemment pour devenir plus compétitifs dans une économie numérique. Et en fin de compte, pour pouvoir créer plus de valeur pour les personnes qui se desservent. En quoi c'est important aujourd'hui pour une entreprise de prendre vraiment ce virage numérique? Les entreprises, je pense, ont 2 choix. Soit elles peuvent s'adapter et s'approprier de ces nouvelles technologies-là pour innover ou tout simplement, elles vont se faire dépasser. Les startups qui commencent sont déjà, d'une part, plus avancées que les entreprises qui sont peut-être, qui ont 30, 40 ans, mais ils ont été conçues avant l'Internet. Donc, c'est vraiment eux qui doivent s'adapter rapidement, puis c'est plus une question de choix, c'est une question de nécessité. Et puis concrètement, ça passe par quoi cette transition? C'est avant tout une stratégie commerciale, une stratégie de business. C'est pas une stratégie de technologie, c'est pas une stratégie non plus de marketing digital. C'est vraiment une stratégie d'affaires. Puis c'est un processus de amélioration continue. Dans 5 ans, j'espère qu'on parlera moins de transformation, mais qu'on encourage plutôt, c'est ça, le processus continu d'innovation. Mais, entre-temps, je dirais qu'il y a vraiment 5 étapes. La première, c'est de toujours placer les clients au cœur de votre planification, de votre transformation. Numéro 2, c'est plutôt s'aligner sur une vision de l'avenir et d'envisager l'avenir au moins 5 à 10 ans. Troisièmement, ça serait maintenant comprendre les lacunes et élaborer votre feuille de route. Donc, il faut que ça soit très comme un pas devant l'autre. Ça n'a pas besoin d'être tout en même temps. 4, c'est faire vraiment adopter l'innovation comme une discipline. Les entreprises qui réussissent comme celle-là et les startups, c'est ceux qui favorisent un développement vraiment systématique de nouvelles idées, qui sont capables d'apporter ces nouvelles idées au marché très rapidement. Donc, il faut vraiment encourager l'expérimentation, l'apprentissage et pas avoir peur de faire des erreurs. Puis ensuite, la 5e étape vraiment concrète, c'est juste favoriser le développement de compétences pour l'ère numérique. Et je dirais que c'est surtout, ce que moi je vois, c'est surtout un défi de leadership et moins de technologie. Tout à l'heure, tu nous parlais des sénateurs. Est-ce que tu peux un peu nous donner des exemples de projets et puis d'entreprises que tu as aidées? J'ai travaillé avec beaucoup de grandes associations, des fédérations sportives nationales, des épiceries, des universités, des startups. Mais ce qui est le plus satisfaisant pour moi, personnellement, c'est quand j'ai pu apporter un peu de comment on dit, sérénité aux dirigeants qui doivent mener ou planifier une gamme de changements. Les dirigeants des entreprises, comme j'ai dit, des entreprises qui ont 30, 35 ans, 40 ans, tous leurs processus se sont établis avant l'Internet.
Donc, imagine la gamme de changements qu'ils doivent faire face, les capacités, l'innovation, les nouvelles tech. C'est beaucoup, comme on dit pour ces dirigeants-là. Donc, pour moi et mon équipe, je trouve ça très satisfaisant quand on peut juste les aider, donner un peu de clarté et leur aider avec ce plan de route. Est-ce que tu as des projets à venir? Mon Dieu, je n'ai beaucoup. Je n'ai trop. Je veux avoir une plus grande portée pour Differly en dehors du Canada. La pandémie a obligé de nombreuses entreprises à s'adapter au virtuel. Et donc, un bénéfice pour nous, les petites entreprises, c'est que, comme la nôtre, on peut travailler avec un réseau plus large parce que on peut aller aux États-Unis parce qu'ils sont habitués maintenant à faire du travail virtuel. Personnellement, mon petit projet de passion, pendant la pandémie, j'ai lancé mon premier cours en ligne, un mastermind, comme on appelle, le go-to-market. Et j'élabore maintenant un nouveau programme pour les dirigeants de cadres supérieurs, ceux qui doivent mener des grandes transformations et qui veulent être comme des catalyseurs dans au sein de leur propre entreprise. Donc, je vais développer un mastermind de 6 mois, un genre de bootcamp, un genre d'entraînement pour les inspirer, puis aussi les armer avec les connaissances qu'ils ont besoin pour d'abord se transformer eux-mêmes, avoir les connaissances requises, mais aussi par la suite pour qu'ils puissent apporter ces connaissances-là dans leur entreprise. En continuant toujours à explorer, à étudier ça, j'ai réussi à vraiment pousser la technique puis à avoir des antennes uniques que juste moi a présentement au monde. Pour commencer, je vais te proposer tout simplement de te présenter. Je m'appelle Hugo Chamberlain, puis je suis président de 3RC qu'on a fondé, moi et ma conjointe, en 2014. Est-ce que justement tu peux nous présenter ton entreprise? On a incorporé en 2014. Les années précédentes, j'en faisais un peu quand même, mais il est arrivé un point que on voyait qu'il y avait quelque chose. On a décidé d'incorporer, puis d'emmener des employés, puis d'emmener vraiment, de démarrer une entreprise avec ma passion, parce que c'est né d'une passion. C'était pas un projet d'entreprise en tant que tel. C'était simplement une passion qu'un moment donné a fallu encadrer par une entreprise là, pour la laisser s'épanouir, si on veut. Donc, la passion, c'était faire voler, c'est soit des avions, soit ce qu'on appelle des drones, en immersion. C'est-à-dire qu'il y a une caméra embarquée, puis on pilote via cette caméra-là. Donc, il y a des antennes en jeu pour le sans-fil. Puis, pour aller plus loin, pour aller derrière des objets, pour pouvoir pousser la technique, moi, j'ai travaillé sur les antennes. On est une communauté en ligne, si on veut, de gens qui se donnent des trucs. Moi, j'avais déjà des formations en électronique de base. Alors, je me suis mis à travailler sur les antennes, comme ça, pour améliorer même ma chose, mon hobby. J'ai fait des modèles que j'ai réussi à dessiner par moi-même, à partir des modèles déjà faits, existants. J'ai commencé tranquillement comme ça. Les gens dans ma communauté étaient impressionnés, en voulaient, puis sans vraiment le vouloir, c'est ça. Je me suis mis à fabriquer des antennes pour un groupe qui a grossi, juste à temps que j'ai plus le choix, que j'ai fait une entreprise avec ça. Puis j'ai travaillé encore, j'ai pu aller chercher des brevets sur certaines antennes. C'est sûr, on a commencé tout petit avec un employé, ou on a commencé moi seul et ma conjointe. Ensuite, on a pris un employé et ainsi de suite. On a eu un premier local. Ici, c'est notre deuxième local. On a doublé de superficie à ce moment-là. D'année en année, on voit la progression. Nos ventes continuent d'augmenter. On voit nos produits partout. Il suffit d'aller sur Instagram, faire #3RC, puis il va y avoir énormément de matériel à voir. Là. Vous êtes spécialisé, donc, comme tu dis, dans la conception d'antennes. Quels sont les différents types d'antennes que vous créez et
quels sont les différents usages, en fait, les différentes utilisations? Ça a commencé par les drones, donc c'est surtout des antennes pour les drones. Moi, ce que j'ai poussé, c'est la dimension réduite des antennes et le poids. Pour les drones, ça allait de soi. Mais suite à ça, d'autres industries ou d'autres clients qui ont entendu parler de moi ou de mon produit ont commencé à les utiliser pour d'autres utilisations, puisque tant que l'antenne résonne à la même fréquence que ton utilisation, tu peux l'utiliser, que ce soit un routeur sans fil ou du satellite ou peu importe. Fait que de mon principal groupe de gens qui sont les amateurs de drones, qui sont mes principaux clients, ben, il est venu se greffer des professionnels, des gens qui font du radio amateur, par exemple, ou qui font l'exploration souterraine ou la robotique. Qu'est-ce qui fait que vous démarquez en fait de vos concurrents? Ben, comme je disais tantôt, c'est surtout la taille réduite, puis le poids réduit. J'ai l'antenne à polarisation circulaire par rapport à sa fréquence la plus petite qu'on a. Puis j'ai aussi une approche scientifique. Quand je teste mes antennes, je mets beaucoup de doutes sur ce que je fais. Peut-être mes compétiteurs s'emballent facilement à sortir un produit sans vraiment le tester ou le mettre à l'épreuve ou le mettre en doute. Moi, je mets beaucoup de doutes sur ce que je fais avant qu'il soit sorti. Je vais en fait passer beaucoup d'épreuves. Le processus de l'idée jusqu'à la commercialisation va de 6 mois à 1 an. Par exemple, je vais développer un concept d'antenne, et je vais en faire une variation pour le 5 GHz, pour le 2.4, pour le 900 MHz, pour plusieurs fréquences. Donc, ça va être un même produit, mais je vais aller le faire pour couvrir plusieurs gammes de fréquences. Ou des fois, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a sorti une antenne avec une lumière intégrée. OK. Bon, il y en a des vertes, des bleues, des rouges, plein de variations de connecteurs, de façon pour m'adapter à ce que mes clients cherchent. Les drones ont commencé en étant des choses qui étaient un peu bric-à-brac, moins jolies, puis de plus en plus les gens construisent le drone, puis ils y mettent un thème, mettons les moteurs sont verts avec une antenne verte et ainsi de suite, puis ils les font vraiment esthétiques. Il y en a, c'est des œuvres d'art de fabrication. Les gens sont fiers de ce qu'ils ont fait. Donc, nous autres, on peut leur offrir quelque chose pour personnaliser. Vu que je suis très présent sur les réseaux sociaux, les gens me contactent, me disent « Hugo, tu pourrais-tu me faire une antenne de telle longueur? Je veux construire mon drone, mais le fil ne se rend pas. » Donc, ils me contactent, je leur fais une antenne bien à eux. Et est-ce que vous pensez vous diversifier un peu dans ce que vous proposez ou ça va vraiment toujours être des antennes? Non, on regarde pour intégrer le monde minier via des partenaires. On veut aller se diversifier en sortant un peu du hobbyiste, puis aller vers plus en plus professionnel pour développer des solutions pour eux autres. Comme on arrive à avoir des équipements de plus en plus spécialisés, on va être capable d'aller chercher ces clients-là. Par exemple, des fréquences qui sont utilisées seulement dans le commercial ou dans le militaire, par exemple, je vais pouvoir aller fabriquer des modèles. C'est toujours des adaptations de produits. On prend un produit qu'on a, qu'on l'adapte pour eux autres, mais j'aimerais ça avoir un projet pour un produit dédié. Est-ce que vous avez des projets à venir? Comme je disais, des antennes dédiées pour ces utilisations-là. Ensuite, on a des projets d'automatisation pour aider à la production, parce que souvent, trouver des gens pour fabriquer, trouver des ressources humaines, c'est un défi aujourd'hui. On produit là, entre 50 et 60 000 antennes par année, de toutes sortes. Là. C'est sûr que il y en a des on a des antennes qui sont 1 mètre par 1 mètre. C'est des énormes antennes. Jusqu'à des antennes qui pèsent moins d'un gramme.